Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau webinaire numérique. Ça faisait quelques temps qu'on ne s'était pas vu, donc je suis ravi de vous retrouver, de vous accueillir. Je suis David Seul, je suis conseiller numérique à la Chambre de commerce de l'Hérault et je vais être votre hôte pendant cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Donc, ceux qui sont là ont un peu l'habitude, mais les petites consignes d'usage, vos caméras et vos micros sont coupés pour cette session, donc vous ne pourrez pas interagir avec nous par ce biais-là, mais vous avez le bouton de discussion qui se trouve tout en bas dans votre barre sur Zoom pour pouvoir nous poser des questions. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vois déjà que c'est en train d'arriver. Donc, première question, est-ce que le son est OK pour vous? Est-ce que vous nous entendez bien? Première réponse positive, donc tout va bien. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des questions tout au long de cette session grâce au bouton discussion. Si vous ne voyez pas ce qu'écrivent les autres, c'est normal. Nous avons mis en place une modération sur le chat. Mais en tout cas, tout nous parvient et au fur et à mesure de l'avancée du webinaire, je poserai vos questions à nos intervenants qui sont à côté de moi. Donc, je vais vous les présenter incessamment sous peu. Avant cela, le sujet, c'est quoi? C'est influenceur mode d'emploi. Donc, pour parler d'influenceur, nous avons un spécialiste et nous avons une influenceuse qui vont un peu nous expliquer qu'est-ce que le marketing d'influence, comment on l'utilise et qu'est-ce que ça peut apporter pour votre entreprise. Donc déjà, bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc bonjour Ashley. Donc c'est juste si en 2 mots tu peux nous dire un peu qui tu es. Du coup, bonjour. Je suis influenceuse sur certains réseaux sociaux, Instagram et TikTok, du coup. Et je suis actuellement en master. D'accord. Bon. Donc Ashley on va en apprendre un peu plus sur ce qu'elle fait durant tout le long de cette présentation. Nous avons des belles questions sous forme d'interview. Je vais changer de métier pour faire tout cela. Et nous avons surtout Pierre-Adrien Giroli. Bonjour Pierre-Adrien. Bonjour David, bonjour tout le monde. Qui va être notre animateur pendant cette session. C'est toi qui vas nous guider au travers du marketing d'influence. Exactement, je suis Pierre-Adrien Girogui, je suis le fondateur de la plateforme The Social Race, plateforme qui met en relation les annonceurs ou ceux qui ont besoin d'être visibles sur les réseaux sociaux avec des nano et micro-influenceurs locaux. Parfait. Donc, c'est peut-être des termes qui aujourd'hui sont un peu barbares pour vous, mais je ne suis pas nécessairement sûr, parce que si vous êtes aujourd'hui connecté, c'est que vous avez un intérêt pour cela. Donc, on va déjà vous poser une première question, un sondage va apparaître, on va vous laisser le temps d'y répondre, le temps que je finisse un peu la présentation. Donc, avez-vous déjà fait appel à des influenceurs? Ça a dû apparaître sur votre écran, n'hésitez pas à répondre. Donc, je ne vais pas vous expliquer, moi, ce qu'est le marketing d'influence. Moi, ce que je vais vous dire en attendant que remplissiez un peu les questions et les réponses. C'est le marketing d'influence, c'est un pan du marketing de la communication qui est apparu depuis assez récemment maintenant, mais qui se développe de plus en plus, que de plus en plus de professionnels est amené à utiliser pour se créer la visibilité de la notoriété, mais c'est quelque chose que l'on va voir au travers de cette présentation. Comme toute action marketing, c'est quelque chose qui ne doit pas être isolé au sein de votre stratégie. La stratégie de communication, c'est quelque chose qui doit être pensé, quel que soit ce que vous voulez lancer, c'est quelque chose qui doit être mis en place, réfléchi, il y a des objectifs qui doivent être déterminés, des indicateurs de suivi qui doivent être déterminés. Et quand on veut lancer n'importe quelle action de marketing, on doit se préparer. Et c'est là aussi le marketing d'influence rentre dans cette stratégie, dans cette routine que vous devez mettre en place. On a déjà pas mal de réponses. Et de ce que je peux voir, on a déjà une tendance qui est très claire. Non, aujourd'hui, nos professionnels qui sont connectés ne sont pas nécessairement des spécialistes de l'appel des influenceurs. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre, parce qu'une heure et demie, en fait, ça passe très rapidement, surtout qu'on a 2 intervenants aujourd'hui. Donc Pierre-Adrien, si tu veux prendre le relais et nous lancer tout ça et nous expliquer ce que c'est et comment on peut l'utiliser. Alors, en tout cas, merci David pour cette présentation. On va commencer par expliquer un petit peu ce que c'est un influenceur et après ce que c'est l'influence marketing. Et pour parler des influenceurs, autant s'adresser à une influenceuse. Qu'est-ce que c'est bien fait? Du coup, concrètement, pour devenir influenceur, après, c'est très très large. Mais si je donnais quelques conseils, ça va être déjà, de publier sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est déjà une bonne démarche. De créer un contenu qui nous est propre et personnel. Aujourd'hui, les gens vont sur les réseaux sociaux et regardent vos publications parce que ça les intéresse, parce que c'est quelque chose qui les touche ou qu'ils ont une passion pour ça, etc. Et donc, il faut créer vraiment un contenu personnel pour ça.
Et également, du coup, avoir un feed cohérent. Du coup, pour vous expliquer simplement ce que c'est le feed, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne. C'est votre page profil, en gros, quand vous avez toutes les publications. Faut que c'est un sens, faut que ça se ressemble. Faut pas qu'il y ait énormément de publications qui ne vont pas avec les autres. C'est assez compliqué à expliquer comme ça, sans images et sans montrer les choses, mais voilà. Et également, être influenceur, c'est aussi s'informer des dernières nouveautés, que ce soit en général l'actualité, mais également l'actualité sur les réseaux plus en profondeur, parce que vous avez des nouvelles options qui sortent tous les jours et qu'il faut bien s'informer sur ça pour pouvoir du coup réussir sur ces réseaux-là. Voilà. Alors, l'influence marketing, en fait, c'est une strate de marketing qui va s'appuyer sur des leaders d'opinion comme Ashley, des personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour partager leur quotidien, leur passion, leur expertise. Donc, en fait, ils ont un vrai faire savoir, un vrai savoir-faire, c'est de faire savoir. Et en fait, ces créateurs de contenu, ces influenceurs, comme ils sont souvent appelés, vont permettre de mettre en avant un produit, un service, ou en tout cas des tendances auprès de leur communauté qu'on appelle les followers, donc les suiveurs sur les réseaux sociaux. Et ils sont sur toutes les plateformes, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Et on va voir un petit peu plus tard aujourd'hui qu'en fonction de la typologie que l'on suit, ce n'est pas tout à fait les mêmes réseaux sociaux. L'influence marketing, c'est donc cette strate du plan de communication, comme tu l'as dit au début, David, qui va permettre de mettre en avant le produit sur ces réseaux sociaux sans passer par ce qu'on appelle le sponsoring, les publicités des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il est un pan obligatoire dans un plan marketing. Selon une étude de Cision, il faut savoir que 84% des marketeurs pensent que l'influence marketing est une nouvelle forme de publicité. Et selon le directeur de TBWA, qui est une des plus grosses agences, ça devrait être 100%. L'influence marketing aujourd'hui est incontournable, mais elle doit toujours s'insérer dans un plan de communication global parce que les objectifs doivent être précis. Il faut garder en tête que pour qu'on soit une marque ou un service top of mind, c'est-à-dire un service dans lequel on pense au moment de l'acte d'achat, il faut qu'on soit confronté 4,2 fois au message avant. Et bien, l'influence marketing fait partie de ces 4,2 fois, comme la télévision, comme de la publicité classique, comme de la publicité dans les journaux. C'est juste une strate en plus dans un plan de communication. L'influence marketing, si on doit la regrouper, en fait, elle correspond à l'identification de l'influenceur, la collecte de l'information et ensuite récupérer la data et après mettre en place les objectifs. Alors, on a déjà une question. La question est, donc si je publie des informations et photos sur mon Instagram, je suis de fait un influenceur? Eh bien, la réponse est oui. On est tous influenceurs de notre entourage. Notre maman, quand elle nous conseille une marque de lessive, on l'écoute. Un ami, un collègue ou une personne que l'on connaît, même s'il n'a pas beaucoup de followers, on l'écoute. Et on a, en fonction de notre entourage, tous des personnes qui influencent sur nos décisions au quotidien. Eh bien oui, donc tout le monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux est influenceur d'une personne. Alors, ce qui est important dans l'influence marketing, c'est qu'il y a des différences par rapport à la publicité sur les réseaux sociaux. L'objectif n'est pas le même. Déjà, il y a une différence de coût. Une communication en moyenne coûte à peu près 20 centimes d'interaction en passant par les régies publicitaires comme Facebook et Instagram. Avec un influenceur, ce coût va être plus faible. L'avantage, c'est qu'on peut garder le budget en France car le budget est redirigé vers un individu qui va tester le produit, ce qui a de l'importance par exemple pour les collectivités territoriales avec la collecte d'impôts et du coup le réinvestissement publicitaire. Et surtout, c'est grâce aux influenceurs, on va pouvoir personnaliser le message et mettre en avant l'expérience de l'influenceur et l'utilisation du produit. Une publicité classique va juste montrer le produit et dire quels sont les avantages. L'influenceur, il va prouver ses avantages et il va endosser le message et les valeurs de la marque. Et ça, c'est une très grosse différence. C'est pour ça que l'influence marketing est un pan d'un plan de communication global. Il
existe plusieurs types d'influenceurs qui sont en fonction du nombre de followers. La première question, c'est est-ce que si j'ai quelques followers, je suis influenceur? La réponse, c'est oui, vous êtes un nano-influenceur. Et plus on va avoir de followers sur nos réseaux sociaux, plus on va monter dans une pyramide où on a des nanos, des micros, des mid-tiers, des macros et des méga-influenceurs. On va prendre un exemple. Rihanna, Kylian Mbappé sont des méga-influenceurs. Ils ont des millions de followers et donc du coup, ils ont beaucoup de monde. Mais nous-mêmes, on est des nanos et des micros parce qu'autour de nous, on a quand même nos amis, nos collègues qui nous suivent. Et sur les réseaux sociaux, on a entre 100, 200, voire 1000, 2000 personnes qui nous suivent. Et donc, du coup, on a cette capacité à influer sur ces gens-là. Par contre, quand on a une petite communauté, les gens vont être beaucoup plus réactifs sur ce que l'on fait. Ça s'appelle le taux d'interaction, le taux d'engagement. Si j'ai 1000 amis et que j'ai 100 likes, j'ai donc 10% de taux d'interaction. Kylian Mbappé, même s'il a des millions de followers, il n'aura que 2%, parce que les gens ont plus l'habitude de voir ses publications. Et quand on est sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle on scroll, donc on navigue au fur et à mesure. Et quand on voit un ami, on est plus attentif que quand on voit une star ou de la télé ou un sportif que l'on suit. Donc, ce taux d'interaction, il est très important parce qu'il montre l'impact de l'influenceur auprès de sa communauté. Et on va voir plus tard que quand on identifie l'influenceur pour notre produit, notre service, il est important de prendre des influenceurs qui ont cet ADN du produit en eux. On ne va pas prendre un sportif qui est, par exemple, dans les sports extrêmes pour mettre en avant une crème de beauté de visage. Mais c'est très important de bien appliquer justement cet univers à l'influenceur que l'on va prendre. Alors, pour bien identifier l'influenceur, il y a vraiment tout d'abord d'être clair sur les objectifs et le briefing de son service ou de sa marque. On ne peut pas commencer par choisir un influenceur et réfléchir après comment on va l'activer. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut et avoir du recul sur l'image de la marque et les objectifs que l'on veut. On a besoin également d'identifier le contenu que l'on va lui fournir ou alors qu'il va devoir fournir, car ces influenceurs sont bien des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. On va analyser quels sont les taux d'engagement et les impacts, ce qu'on appelle les KPI, les Key Performance Indicators, donc les indicateurs clés de performance que l'on veut observer. Il faut savoir que si on cherche, il y a deux types de publicité, la renommée et le lead. Si on cherche à faire communiquer le nom de sa marque, c'est de la renommée. Donc là, on va aller chercher le nombre d'interactions. Si on veut vendre un produit et donc du coup avoir de la transformation avec un code promo, par exemple, là, ça va être le nombre de ventes. Donc, ça n'est pas le même chiffre que l'on va suivre sur la communication. Et ça, l'influenceur, il doit le savoir dès le départ, car pour lui, ça impacte soit sa rémunération, soit la façon dont il va créer du contenu. Ensuite, on doit toujours mesurer la motivation et l'impact de l'influenceur. L'influence marketing est régie par les chiffres, par des stats qui ne mentent pas. Et donc, du coup, les chiffres sont et prouvent qu'on a bien identifié ou qu'on a mal identifié notre influenceur. On entend énormément de gens qui ont déjà mis un pas dans l'influence marketing et qui en sont déçus parce qu'ils se sont précipités, parce que tout le monde en parle, et malheureusement, ils n'ont peut-être pas fait appel à des agences spécialisées. Ils ont peut-être mal identifié leurs besoins finaux. Et donc, du coup, cette incompréhension fait qu'avec l'influenceur, les résultats n'étaient pas là. Et il y a aussi un point important et de plus en plus important, c'est de vérifier que l'influenceur soit bien géographiquement proche de notre public final. Un influenceur qui vit à Dubaï, issu de une star de télé-réalité, n'est peut-être pas la bonne personne, même s'il a des millions de followers, pour vendre un produit local proche de son public. Et ça, cette localisation, ce ciblage démographique et géographique est très important, car il va permettre d'impacter les résultats de votre campagne. Il vaut mieux des fois plusieurs petits influenceurs proches de sa communauté qu'un énorme influenceur loin de sa communauté. De ce que je comprends, la proximité, c'est vraiment le mot important, que ce soit géographique, que ce soit avec la communauté pour l'engager.
c'est vraiment ça qui aujourd'hui a une importance dans le choix de l'influenceur. Exactement, David. Et c'est là où la nano et la micro-influence se démarquent par rapport à la méga-influence. Donc, on a pris un exemple tout à l'heure. Rihanna, Kylian Mbappé sont des méga-influenceurs qui ont une capacité d'influer à l'international sur des grosses zones géographiques ou en tout cas sur un gros panel démographique très, très, très large. La nano et la micro-influence, elle, est beaucoup plus spécialisée. Déjà, elle est plus authentique parce que les personnes sont très ciblées. Il peut y avoir des experts dans un domaine très, 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 très précis. On n'imagine pas sur les réseaux sociaux la poussée de certains micro et nano-influenceurs. Il y a la passion qui s'en dégage. Aujourd'hui, un nano et un micro-influenceur ne vivent pas de leur travail d'influence. Par contre, ils y mettent toute leur passion et tout leur engagement. Donc, ils n'hésitent pas à prendre parti, des fois, mais c'est ce côté vrai qui plaît et qui fait que leurs followers, leur communauté les suit et justement réagit quand il y a des retours. Et également, quelque chose qui est important pour nos commerçants, c'est que l'investissement est beaucoup moindre quand on fait appel à un nano et un micro-influenceur pour des résultats qui proportionnellement sont supérieurs. La méga-influence, elle apporte quand même d'autres avantages. Déjà, il y a un avantage de visibilité globale. Si on veut faire connaître sa marque à l'international sur un gros panel démographique, on peut faire appel à un méga-influenceur assez facilement. Il y a également aussi l'habitude. On a l'habitude que les méga-influenceurs mettent en avant des produits. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est assez bien charté, assez bien maîtrisé par des agences spécialisées. Par contre, c'est un investissement qui est assez coûteux. Aujourd'hui, si vous voulez endosser Kylian Mbappé pour une campagne de méga-influence, le chèque va être assez important. Je vais attendre. On a fait un petit graphique où on voit vraiment la différence en fait, de micro et macro. Micro, donc pire, ça veut dire les personnes normales, alors que les macros sont plutôt des célébrités, soit issues de la télé, soit issues du sport, soit issues de la chanson, ou en tout cas qui sont sur les réseaux sociaux très, très connus. On a des youtubeurs en France qui sont extrêmement qualitatifs, mais qui sont justement très spécialisés, soit sur un panel démographique, les jeunes, soit sur un univers professionnel, comme par exemple le gaming, les jeux vidéo, les voitures, ou après dans l'univers de la beauté, ou dans ce qu'on appelle le fooding, tout ce qui est la restauration ou la gastronomie. Les micro-influenceurs, eux, ont une communauté qui oscille entre 5 000 jusqu'à voire 50 000 followers. Les méga-influenceurs, en tout cas, les macros, eux, ont beaucoup plus que 50 000, puisqu'en fonction des catégories, certains les considèrent à partir de 100 000, d'autres à partir de 500 000. Par contre, le taux d'interaction, lui, n'est pas du tout le même. Entre un méga, on est à 2-3%, alors qu'un micro et un nano, on est à 8, voire jusqu'à 15%. Et j'invite tout le monde à ouvrir son Instagram, il suffit de prendre, pour connaître son taux d'engagement, le nombre de followers total divisé par le nombre de personnes qui vous like, qui réagissent. Évidemment, cet impact, il est sur tous les réseaux sociaux. Alors, on a mis différents logos. Évidemment, Instagram, Facebook, TikTok, qui est en pleine croissance. Il faut savoir qu'en France, on a 22 millions de personnes qui sont sur Instagram. On a 6,4 millions de Français qui sont sur TikTok. Et ce chiffre, en fait, augmente puisque TikTok vient de rentrer dans le top 10 des sites web les plus fréquentés en France, avec une croissance de 27% par an entre 2020 et 2021. En France, sur ces réseaux sociaux, on passe en moyenne 2h22 sur une journée, ce qui est énorme. Et le confinement a augmenté ce trafic de 17% à chaque vague de confinement. Donc aujourd'hui, le temps de présence sur ces réseaux sociaux, ce temps d'écoute, ce temps de cerveau disponible, comme certains l'appellent, est énorme. Et il est obligatoire pour une marque aujourd'hui, dans un plan de communication global, d'être présent sur les réseaux sociaux. On ne peut pas ne pas être présent sur les réseaux sociaux, même si c'est juste pour prouver les valeurs de la marque. Si ce n'est pas pour faire de la pub, c'est juste pour prouver les valeurs de la marque. Les nouvelles générations sont très, très attentives sur les valeurs des marques. On le voit des fois avec des scandales sur l'huile de palme ou en tout cas sur l'impact carbonique de certaines entreprises. Et
les réseaux sociaux permettent de faire passer un message, permettent de s'expliquer, permettent d'échanger avec les clients qui sont les premiers influenceurs des marques. Alors, Oui, on a une question qui est qui sont les utilisateurs de ces différents réseaux sociaux? Alors, ça tombe bien, puisque C'est bien fait. c'était exactement la slide d'après. Et en fonction du public que vous voulez toucher, en fonction de l'univers dans lequel vous évoluez, que la marque ou le service évolue, on n'est pas présent de la même manière sur les réseaux sociaux. Alors, on va faire le focus, nous, sur quatre réseaux aujourd'hui. Le premier, évidemment, c'est Facebook. 40 millions d'utilisateurs en France, qui est, on va dire, le premier mastodonte des réseaux sociaux, même si ce n'est pas le premier. On a eu la chance en France d'avoir des MySpace ou d'autres qui étaient, eux, bien avant. Mais c'est le premier qui, dans le monde entier, a vraiment réussi à faire ce côté réseau social. 91% des utilisateurs de Facebook ont entre 25 et 49 ans. Facebook devient de plus en plus un portail d'accès à d'autres services comme WhatsApp, Messenger, Instagram ou d'autres comme Oculus pour les lunettes 3D. Donc, du coup, en fait, Facebook est en train de glisser vers d'autres fonctionnalités, mais l'âge moyen entre 25 et 49 ans est en train également de s'agrandir vers le haut. Aujourd'hui, ceux qui ont 25 ans qui sont sur Facebook l'utilisent plus comme un réseau nécessaire pour accéder à d'autres services, alors que les personnes qui ont plus de 35 ans vont l'utiliser plus comme un réseau social. Évidemment, le petit frère de Facebook, c'est Instagram, 22 millions d'utilisateurs actifs, où la photo et de plus en plus la vidéo deviennent importantes sur Instagram. On est clairement dans le monde du beau, du joli et de quelque chose de visuellement et de graphiquement intéressant. La tranche d'âge est beaucoup plus jeune sur Instagram. On est entre 16 et 25 ans. Donc, on voit bien la complémentarité entre Facebook et Instagram, où sur les jeunes, on va plutôt aller sur Instagram et sur les personnes un peu plus âgées sur Facebook. Instagram est très présent pour l'influence marketing, car c'est peut-être le premier réseau social où les influenceurs rémunérés évoluent avec YouTube, et permet de mettre en situation les produits ou les services testés en manière de photos, de stories ou de vidéos. Et les influenceurs vont toujours pouvoir garder une identité visuelle très forte. C'est eux qui se mettent en avant et ils se mettent en avant avec le produit. Ils ne mettent pas tout le produit en avant et eux en font. C'est toujours eux qui testent le produit. Et c'est là où il faut faire confiance aux créateurs de contenu, aux influenceurs. C'est-à-dire que quand on confie le produit, c'est l'influenceur qui sait la meilleure manière d'en parler à sa communauté. Et là, c'est pour ça que l'influence marketing ne peut pas être quelque chose qui est imposé aux influenceurs. Ils doivent avoir le choix de mettre en avant d'une certaine manière le produit, car c'est eux qui vont faire l'expérience du produit auprès de leur communauté. Il y a également pour les commerçants, on va dire, de proximité, un réseau qui est très intéressant, qui est le réseau Pinterest. 10 millions d'utilisateurs d'actifs mensuels sur la tranche des 35-49 ans, donc on se rapproche peut-être de la catégorie Facebook, mais l'avantage de Pinterest, c'est que c'est une source de créativité pour énormément d'architectes, de designers, de fleuristes, et on va aller chercher chez Pinterest des idées de déco, et tous ceux qui sont justement dans cet univers-là, les commerçants ou les services qui sont dans cet univers, vont pouvoir être présents sur Pinterest de façon à être remonté dans ce qu'on a appelé tout à l'heure le top of mind des marques et être le produit auquel on pense quand on fait de la création. Alors on a un sondage. On a un petit sondage qu'on vous soumet. La question que vous avez à l'écran, c'est seriez-vous intéressé pour faire appel à des influenceurs locaux? On vous laisse répondre et en attendant, on va tweeter. Nous avons une question. Comment préconiseriez-vous de mesurer l'efficacité d'un influenceur avec qui on contracterait? Alors, il y a plusieurs moyens selon vos objectifs. On a, comme on l'a vu tout à l'heure, soit un objectif de visibilité de la marque, soit un objectif de vente. C'est
vraiment deux publicités qui n'ont pas la même approche. La visibilité de marque, ce qu'on appelle la brand awareness, c'est comme une publicité à la télévision. C'est-à-dire qu'on va faire répéter le message et le message va s'insérer dans notre esprit de façon, au moment où on va faire l'acte d'achat, on va penser à cette marque. Ça, vraiment, c'est de la renommée. Et là, c'est le nombre d'interactions et le nombre d'impressions que les réseaux amènent que l'on va mesurer. Si on vend un produit accessible, si on vend une télécommande, un stylo, un service, on peut proposer à un influenceur d'être rémunéré au nombre de ventes qu'il va faire. Donc, on voit souvent des codes promo, par exemple, s'afficher. Et quand on voit un code promo d'un influenceur, on sait en fait qu'il va toucher une rémunération au nombre de ventes qu'il va apporter à la marque. Ça dépend vraiment du service et des objectifs de la campagne de communication. Et il est très important de ne pas mélanger ces deux objectifs, car ça serait une erreur de les mélanger, car l'influenceur, lui, du coup, n'a pas un message clair sur lequel il doit pousser les personnes. Il faut savoir qu'un influenceur, lui, va présenter le produit et à la fin de cette présentation, il va faire ce qu'on appelle un CTA, un call to action, qui est par exemple soit de visiter ou d'inviter ses followers à se renseigner sur la marque, soit de passer à l'acte d'achat. Mais on ne peut pas directement passer à l'acte d'achat si on n'a pas montré l'intérêt du produit, si on n'a pas montré les valeurs de la marque et si on n'a pas justifié pourquoi ce produit est le meilleur. Et donc, en parlant de plébiscite, nous avons du 100% sur cette question-là. Soyez-vous intéressés pour faire appel à des influenceurs locaux. En tout cas, il y avait un intérêt et l'argumentaire qui est en train d'être déroulé a l'air d'aller dans le bon sens. Alors, comment on va se jeter à l'eau? Alors, je vais parler d'abord, on va laisser parler les influenceuses. Du coup, comment se jeter à l'eau en tant qu'influenceur pour entrer dans ce monde du marketing d'influence? Parce que comme Pierre-Adrien l'a dit, donc, tout le monde est influenceur, mais on ne se rend pas forcément compte qu'on peut l'être. En fait, aujourd'hui, c'est assez peu connu comme méthode. Et en fait, aujourd'hui, donc, bien sûr, publier sur les réseaux, comme je vous l'ai dit, ça va être de créer également un kit média. Donc, pour vous expliquer simplement, c'est quand on est influenceur, concrètement, on va se mettre en avant, on va créer une sorte de book, de portfolio, où on va référencer soit des marques avec qui on a déjà travaillé, soit nos publications en général, les interactions qu'elles font et énormément d'informations sur nous, nos passions et également tous nos followers sur tous les réseaux. Et également, ça va être à partir de ce book, en fait, de démarcher soit des marques directement, donc marques de vêtements, nourriture, tout ce que vous voulez, soit directement des agences d'influence, du coup, un petit peu comme là, Social Race, mais c'est un petit peu différent du système, mais voilà. Et du coup, ça va vous permettre de pouvoir accéder à ce monde-là, en fait. Voilà. Et côté annonceur, donc je pense nos commerçants, nos services ou nos marques, avant de se jeter à l'eau, il faut être sûr de son plan média, de son plan de communication, comme tu l'as dit au début, David. Et du coup, à partir de ce plan média, va se définir naturellement la stratégie d'influence marketing. Il faut contrôler son budget, connaître son budget à l'avance. Et là, on doit faire un choix. C'est soit travailler seul et directement avec les influenceurs, qui a ses avantages, mais qui a aussi beaucoup d'inconvénients. Soit faire appel à une agence d'influence qui va être spécialisée dans justement l'identification, la proposition des bons influenceurs qui correspondent aux objectifs du plan média. Et si on choisit de travailler seul, on va devoir démarcher les influenceurs et du coup faire ces échanges, leur proposer du coup l'expérience du produit. Ils ont forcément besoin d'avoir des cartes en main pour pouvoir parler du produit et ou en tout cas le plus détaillé possible et avec la meilleure expérience possible. Il existe dans les agences spécialisées deux types d'agences, le groupe A, groupe B. Donc, il y a les agences qui permettent d'identifier les influenceurs. Du coup, on peut extraire une liste assez efficace et du coup, on va aller chercher et contacter chacun individuellement ces influenceurs. Ou alors, on va faire appel à des agences spécialisées dans la gestion de campagnes d'influence qui vont s'occuper de A à Z de ces campagnes, qui vont récupérer votre plan média, votre plan de communication, comprendre les objectifs, identifier les influenceurs qui correspondent aux valeurs de la marque, les briefer, leur envoyer le produit s'il y a besoin ou en tout cas leur faire partager le service
qui vont relever toute la data et tous les KPI mesurables et qui vont vous le compiler après dans un reporting pour vous montrer que votre investissement vous a rapporté beaucoup plus en équivalent publicitaire. Chez nous, à The Social Risk, on s'est spécialisé dans la nano et la micro-influence. On permet justement en fait, de prendre en charge toute cette partie-là et de récupérer juste votre briefing. Et à partir de votre briefing, on va nous-mêmes identifier les influenceurs et nous-mêmes les activer et les contrôler, les payer, les rémunérer et suivre toute la partie administrative et compiler évidemment le reporting final avec l'impact publicitaire pour vous proposer une solution clé en main. Alors, quelque chose qui est très important dans l'influence marketing, un contrat est-il obligatoire? La réponse est oui. On ne peut pas, donc, quand on est une entreprise, faire appel sous la table à quelqu'un et le rémunérer sous la table ou autre. Ça ne serait pas constructif pour plein de raisons. Déjà, le cadre légal, tout simplement. Il est important de respecter certaines lois. Les réseaux sociaux sont soumis à certaines lois. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout montrer. Et on doit être transparent avec sa communauté. Aujourd'hui, quelqu'un qui est rémunéré pour mettre en avant un produit doit faire appel à certaines balises obligatoires, donc qui sont les balises partenariat ou partenariat sponsorisé avec cette marque, de façon à être transparent avec sa communauté. Ce cadre légal français est très bien. On a beaucoup d'avance, nous, en France, car on a pris en fait, le cadre légal des enfants acteurs qu'on a appliqué justement au monde de l'influence. Et ça nous permet d'avoir de l'avance par rapport aux autres pays dans le monde. Donc, en France, un contrat est obligatoire et la transparence avec sa communauté pour l'influenceur est obligatoire. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment connu de tous parce que j'ai l'impression qu'on voit beaucoup qui passent on va dire, des contacts directs avec les influenceurs sans savoir qu'il y a un cadre légal, il y a du contrat et ça se fait vraiment comme ça. Donc, il y a vraiment une connaissance de ce cadre légal? Alors, malheureusement, très peu. Très peu, mais il faut savoir que c'est l'entreprise qui est responsable en cas de non-respect de ce cadre. Il n'est pas très contraignant, il suffit juste d'être transparent vis-à-vis de sa communauté. Ensuite, une entreprise a besoin de tracer ce contrat avec l'influenceur et ça permet justement d'avoir des documents qui montrent si l'investissement a été rentable ou pas. Donc, du coup, rien que pour la comptabilité de l'entreprise, c'est important. Et ensuite, en France, on ne peut pas faire appel à des influenceurs mineurs comme ça. On doit, si on fait appel à des enfants influenceurs qui sont comme le statut d'enfant acteur, l'argent est bloqué jusqu'à leurs 18 ans à la Caisse des dépôts et des consignations, ou alors, en tout cas, les parents doivent faire certaines démarches pour pouvoir débloquer l'argent, mais on ne peut pas rémunérer un influenceur mineur directement. Ce cadre légal en France, les agences en sont le garant et c'est pour ça qu'on encourage vraiment les personnes à passer par des agences lors de leur première campagne, car souvent, se jeter à l'eau sans avoir conscience de ce cadre légal peut coûter beaucoup plus cher que la campagne elle-même. C'est ça, parce qu'au-delà de ce que tu as dit au début, donc il y a tout ce cadre légal, il y a aussi tout le côté déceptif que l'on peut avoir. Nous-mêmes, on a suivi des entreprises qui sont lancées d'elles-mêmes avec un influenceur, qui n'ont pas les résultats escomptés, qui ont abandonné. Et c'est vrai que derrière, il y a quand même des risques suivant comment c'est fait, si certaines choses ne sont pas mises en place. Et du coup, nous avons une question. Peut-on, en tant que tiers influenceur, effectuer du comparatif de produits sans risque légal? Alors, comme nous sommes en France, dans la publicité, nous n'avons pas le droit de comparer des produits, ce qui est différent des USA, par exemple, où les USA, on connaît bien ces pubs Pepsi et Coca-Cola qui sont dans la même pub comparée. En France, on ne peut pas montrer une autre marque que la sienne dans une publicité. Comme l'influence marketing est une forme de publicité et qu'elle, comme on l'a vu, respecte un cadre légal, on ne peut pas montrer plusieurs marques si c'est un placement produit. Par contre, si vous êtes un influenceur de votre propre chef, sans être rémunéré pour ce partenariat, vous avez le droit de montrer différentes marques lors d'une vidéo YouTube, mais attention à ne pas que ça ne soit pas de la publicité cachée. Il faut savoir que les marques, du coup, qui vont être peut-être malmenées dans des vidéos comme ça, vont quand même creuser et mener leur enquête pour voir s'il n'y a pas un partenariat caché. Et s'il y a un partenariat caché, ça peut partir en bataille juridique assez importante. Donc,
oui, on peut le faire si ça n'est pas un partenariat rémunéré. J'espère que ça répond à la question, mais je pense que oui. C'est vrai qu'on n'a pas nécessairement le réflexe de dire que le marketing d'influence, c'est de la publicité. Je pense que le commun des mortels, aujourd'hui, ne fait pas nécessairement comme ça le distinguo. Alors, comment on peut utiliser les influenceurs? Je vais laisser Ashley qui en parler, qui a l'habitude de faire ça. Du coup, concrètement, pour utiliser les influenceurs, pour ce terme, ça va être de mettre en avant votre produit ou un service concrètement, et au travers du coup d'un post, d'une story, comme d'utiliser Pierre-Adrien, de vidéos, suivant le support dans lequel on choisit. Et ça va être du coup lui demander soit de tester un produit, soit de le mettre en avant sans nécessairement le tester, ça arrive que des marques le demandent, ou tout simplement juste de parler d'une marque qui pourrait les intéresser. Voilà. En ce qui concerne du coup les types de partenariats possibles, du coup j'ai un petit peu parlé de ça avant. Il y a les tests produits comme je disais, donc ça va être le fait de recevoir un setup pour le maquillage et de le tester devant une vidéo. Il y aura les types rémunération où vous allez être payé directement pour avoir testé ce produit par exemple. Il y aura des codes promotionnels où vous pourrez travailler avec des marques par exemple de vêtements qui vous donnent un code promo ou soit, comme tu disais, on leur donne à nos abonnés et du coup, ils payent un peu moins cher, nous, ça nous fait une commission, etc. Soit également, il y a des envois de produits, simplement des marques qui envoient un produit sans payer ou quoi, mais qui attendent simplement un support en retour visuel. Voilà. On va rentrer un peu plus dans le détail de ta vie d'influenceuse, en sachant qu'il y a Marie qui nous a laissé un message. Oui, il y aura bien les coordonnées de Pierre-Adrien à la fin. Il est très motivé pour travailler avec toi, donc il y aura tout ce qu'il faut pour pouvoir rentrer en contact. Et du coup, on a une question qui n'est pas une question d'un de nos spectateurs pour Ashley en bulle. Ashley, et tu es influenceuse pour quel produit? Est-ce que tu as des types de produits? Est-ce que tu as un peu une catégorie sur laquelle tu travailles aujourd'hui? Alors, pas nécessairement parce que je ne suis pas une influenceuse ciblée dans un type particulier. Bon, après, ça dépend un petit peu de mes tendances des réseaux sociaux et du coup, ça introduit un peu ce que j'allais dire après. Mais concrètement, ça va être personnellement tout ce qui est produit beauté parce qu'en tant que femme sur les réseaux sociaux, souvent on est assimilé à ça. Ça va être ça et ça va être d'autres types de produits comme des vêtements ou voilà, parce qu'actuellement, dès que vous portez des vêtements un petit peu chic ou quoi sur des réseaux, forcément, des marques vont vous contacter directement pour ça. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Je pense que ça répond à la question. Il y a d'autres questions qui sont en train d'arriver, mais je vais les poser après. On va le faire un peu dans l'ordre. Ouais. Donc déjà, on a vu dès le début que n'importe qui peut devenir influenceur à partir peut être considéré comme influenceur à partir du moment où il a des réseaux sociaux, qu'il en fait une utilisation. Toi, à partir de quel moment tu t'es dit, je suis une influenceuse, ça fait vraiment partie de mon quotidien? Comment ça s'est fait? Est-ce que ça s'est imposé de soi-même? Est-ce que tu as eu une démarche en te disant, je suis sur les réseaux sociaux et je veux avoir un certain impact? Quel a été ton cheminement vis-à-vis de ça? Alors, c'est un petit peu compliqué, entre guillemets, ça s'est fait sur plusieurs années. Il y a quelques années, le système de rémunération des influenceurs, c'était pas très présent, en tout cas des micros et nanos. C'était quelque chose de très très effacé et moi à l'époque je faisais sur Instagram beaucoup de photographies etc parce que je faisais de l'urbex et en fait je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me plaisait, j'aimais bien développer les réseaux sociaux et j'ai cherché naturellement sur internet comment ça fonctionnait les influenceurs etc et là des agences d'influence marketing à l'époque m'étaient apparues. J'y comprenais absolument rien pour le coup, j'avais déjà travaillé avec des marques directement pour des vêtements etc, on m'avait déjà contacté. Et en fait, suite à ça, c'est déroulé naturellement. J'ai continué à faire les réseaux sociaux, je travaillais qu'avec des marques en direct. Puis ensuite, c'est arrivé le moment où j'ai ouvert un compte TikTok, comme après tout le monde, je pense, durant le confinement. Et en fait, j'ai ouvert ce compte et j'ai certaines vidéos qui ont bien explosé, en fait, en réalité. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai rencontré des agences comme celle de Pierre-Adrien, du coup, qui m'ont permis de découvrir vraiment ce système. Et donc, c'est découlé tout naturellement. Et voilà, donc j'ai pas, du jour au lendemain, je me suis pas dit, je vais devenir influenceuse. Ça a été au fil de l'eau, ça s'est fait C'est ça. naturellement. Donc, du coup, tu nous as dit
Aujourd'hui, tu es lancé sur TikTok. C'est ton média principal, c'est ça qui te définit en tant qu'influenceuse, puisque tu as été avant sur Instagram, ou est-ce que les deux sont connexes? Alors, pour le coup, j'essaye de vraiment limiter un petit peu maintenant Instagram et TikTok, vraiment à les concentrer que sur chacun des réseaux. Ce qui est différent de certains influenceurs qui, pour le coup, eux, mélangent ça pour avoir une plus grande communauté. Moi, je pars du principe que l'Instagram, maintenant, je le garde un petit peu pour tout ce qui est professionnel, etc. Et que je garde plutôt le côté TikTok pour, entre guillemets, m'amuser et faire ce qui me plaît et voilà, pouvoir voir ça. D'accord. Et du coup, si quelqu'un aujourd'hui nous suit et se dit, je veux aussi me lancer sur l'influence sur TikTok, quels seraient un peu tes conseils? Comment toi, tu as augmenté ta communauté sur TikTok? Alors, le conseil, ça va être de regarder énormément de TikTok, hein. Comme disait Pierre-Adrien, 2h22 par jour, je pense qu'on a le temps de regarder quelques TikTok durant Ça ce fait pas temps-là. mal. Mais non, concrètement, ça va être vraiment de regarder. Pour le coup, quand je disais suivre les trends, c'est vraiment important. Ça va être de se renseigner sur ce que les influenceurs font. Aujourd'hui, il y a énormément de comptes sur les réseaux sociaux qui nous apprennent à être de meilleurs influenceurs. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup ce genre de comptes qui disaient quelle musique utiliser, quoi faire, etc. Et c'est super intéressant pour le coup. Ils ont une bonne expérience sur ça. Et non, bah après, ça va être de faire ce qu'on aime, entre guillemets. Enfin, c'est pas percer du jour au lendemain en se disant je veux absolument devenir célèbre, etc. Déjà, ça ne marchera pas malheureusement. Et ça va être surtout de transmettre quelque chose. Ça va être d'un point fixe. Par exemple, moi, j'aime bien tout ce qui est jeux vidéo, etc., l'art numérique et tout. Et en fait, je faisais des vidéos sur Twitch, etc. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu avoir une communauté très gaming, parce qu'il y a une très forte communauté sur Twitch, et qu'en fait, quand on parle un peu de jeux vidéo, bah, on s'attire ce genre de gens, et de fil en aiguille, vous en arrivez à avoir une communauté importante. D'accord. Donc moi, ce que je retiens aussi un peu du coup de ce que tu dis, c'est un peu comme n'importe quelle entreprise qui veut se lancer pour créer son site internet, pour créer ses réseaux sociaux. On travaille beaucoup les valeurs, on a tendance à travailler les valeurs. Et j'ai l'impression que pour l'influence, c'est la même chose que sur la communication. Les valeurs sont importantes. Il ne faut pas se renier, il faut vraiment essayer d'être le plus naturel possible. C'est ça qu'on essaie de transmettre et c'est ça qui fonctionne en fait. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, les influenceurs, enfin, les personnes qui regardent les influenceurs, généralement, vont chercher plus de la vérité, entre guillemets. On est dans un monde où aujourd'hui, on est obligé d'être naturel, de se montrer comme on est et de ne pas trop mentir sur ce qu'on est, contrairement à des influenceurs il y a 10 ans où c'était énormément de maquillage, énormément fallait se cacher et montrer que ce qu'on voulait. Mais là, vraiment, ça a changé et du coup, ça permet à n'importe qui de devenir influenceur. C'est ça qui est. Parfait. On va un peu aller sur la partie entreprise, parce qu'on a beaucoup de questions qui sont en train d'arriver, ça n'arrête pas. Donc, on va aller sur des choses déjà très simples. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as un numéro SIRET pour faire ce métier? Est-ce que tu es déclarée en tant qu'entrepreneuse? Alors, je suis déclarée en tant qu'entrepreneuse, mais pas pour ça directement, non. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas des revenus énormes par rapport à ça. Et que généralement, ça va être de l'envoi de produits et des codes promo. C'est très rare d'être rémunéré constamment pour ce genre de partenariat. En fait, il faut savoir qu'en France, on peut toucher jusqu'à 3 000 € comme sur Vinted, Blablacar ou Airbnb, sans avoir de statut d'entreprise. Et au-dessus de 3 000 €, un statut d'entreprise est obligatoire. Par contre, si c'est de l'échantillonnage, donc envoi de produits, comme il n'y a pas de facture financière, oui, les influenceurs peuvent faire de l'influence marketing sans avoir de statut professionnel, mais en ne touchant que de l'échange produit. Ok. Donc, on a une question qui a intéressé, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles beaucoup avec les commerçants de proximité sur les entreprises qui te contactent? Est-ce que c'est du local? Est-ce que c'est un peu en dehors des frontières? Alors, j'ai eu beaucoup de marques anglaises qui ont contacté dans le make-up, par exemple, tout ce qui est maquillage et tout. Ça va être des marques qui veulent s'implanter en France et être vues par le grand public parce que c'est des marques assez chères, entre guillemets, et que du coup, on n'a pas l'habitude d'utiliser ça. Surtout, moi, dans mon cas d'étudiante, je suis un petit peu la cible où on ne met pas 60 € dans une palette tous les jours. Et du coup, ça va être plus pour ouvrir, ouais. Malheureusement, c'est beaucoup de marques anglaises, par exemple, et très peu de proximité parce qu'en fait, les commerçants proximité ne connaissent pas forcément ce système. C'est encore assez inconnu pour tout le monde, je pense. Je pense que c'est inconnu. Il y a aussi, pour avoir discuté avec eux, tout ce qui est rémunération
un peu l'échange de bons procédés. Il y en a beaucoup qui ne savent pas, est-ce que c'est de l'argent, est-ce que c'est des cadeaux. Aujourd'hui, quand on tâtonne, au final, on ne fait pas grand-chose, quoi. Ça. Donc, du coup, justement, bonne question, peux-tu nous décrire comment se déroule une collaboration? Une collaboration type, pour toi, quelles sont les différentes étapes? Alors, concrètement, là, j'ai mis un screen sur la présentation. C'était pour un mascara pour une marque, du coup. La collaboration s'est faite par une plateforme tierce qui m'a mise en relation, du coup, avec la marque. Il m'avait sélectionné pour pouvoir faire ça. Il m'avait envoyé un message, un briefing de comment ça peut se passer, etc. Et ils m'ont envoyé le produit directement quand j'ai accepté. Et suite à ça, donc j'ai dû faire une vidéo. Et après, voilà, tout naturellement, en fait, ils offrent entre guillemets le produit. C'est ça l'avantage de cette collaboration. Et ouais, Mais c'est parfait, c'est parfait, il n'y a pas besoin de plus. Et du coup, on a une question qui revient pas mal, c'est comment tu choisis les marques avec qui tu souhaites collaborer? Est-ce que des fois, c'est toi-même qui vas faire un refus, ou si des marques qui sont assez proches, est-ce que tu fais des choix? Oui, alors effectivement, à l'époque, du coup, j'avais travaillé avec une marque de vêtements quand j'étais plus jeune, entre guillemets, sur les réseaux. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que ce n'était pas les valeurs que je voulais. C'était pas une marque qui m'intéressait au niveau notoriété, etc. Et j'ai enlevé ce partenariat parce que ça ne me convenait pas. Et au fur et à mesure, maintenant, je choisis des choses qui me ressemblent de plus en plus, qui sont plus susceptibles de me plaire à moi ou à des gens que je connais en général. Et des produits que, par exemple, je pourrais utiliser tous les jours ou que j'achète déjà de moi-même. C'est ça que j'aime bien partager. Du coup, ça répond à une autre question qui était, est-ce que la notoriété de la marque influence? C'est pour les entreprises qui souhaitent faire appel au marketing d'influence, je pense, c'est déjà bien connaître les influenceurs qu'on souhaite contacter pour être sûr qu'ils correspondent à ce que nous, on souhaite transmettre. Et tu as des gens qui applaudissent justement ces valeurs-là. Du coup, c'est peut-être une question qui est plus pour toutes les deux parce qu'elle est beaucoup plus large. Comment vous recommandez de créer des contenus distincts entre Facebook et Instagram pour faire une publication simultanée? On est plus vraiment dans l'utilisation des réseaux sociaux, là. Tu peux répondre. Alors, en fonction de la cible que l'on veut toucher, on ne va pas faire la même publication. Ça, c'est la théorie. Sur les jeunes, on va faire une publication peut-être plus dynamique, plus en adéquation avec les valeurs de la marque, par exemple sur Instagram, alors que sur les personnes un peu plus âgées, on va plus aller vers montrer les qualités du produit. Par contre, ça, c'est la théorie. Et en pratique, on sait que les gens sont souvent très pris par le temps. Et par facilité, souvent, on aperçoit la même publication, la même publicité sur Instagram et Facebook. Ce qu'on comprend, mais c'est malheureusement moins productif que de se concentrer sur une des deux cibles. Pour ça, on parlait beaucoup d'indicateurs, ce genre de choses. Il faut consulter les statistiques de nos différents réseaux sociaux, il faut connaître sa cible. Comme ça, on sait comment on s'adresse à eux. De base, les réseaux sociaux ne servent pas à la même chose. Certains sont là pour fidéliser, d'autres sont là pour faire l'acquisition. Il faut vraiment aussi suivre ces chiffres, savoir qui on a sur nos réseaux pour pouvoir vraiment communiquer avec eux de la meilleure façon possible. Du coup, on revient à notre cher Ashley. Comment peut-on te contacter quand on est une entreprise qui souhaite collaborer avec toi? Alors, la plupart du temps, c'est des contacts par Instagram directement. J'ai remarqué que beaucoup de marques faisaient ça. Après, il y a des marques qui travaillent directement du coup, avec des agences qui nous contactent au travers de ça. Et sinon, généralement, alors moi, c'est pas mon cas, mais il y a énormément d'influenceurs qui mettent leur adresse mail sur leur compte pro, en fait, pour pouvoir les contacter directement et qui répondent à ça suite. Parfait. Et du coup, aujourd'hui, tu es avec nous et tu es avec Pierre-Adrien. Est-ce que tu peux nous parler un peu du lien professionnel qu'il y a entre The Social Race, par exemple, et toi en tant qu'influenceuse? Du coup, concrètement, Social Race m'a permis de pouvoir avoir d'autres types de campagnes que moi je vivais déjà avant avec d'autres marques. C'est vraiment un mode différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont nous proposer des campagnes, on peut les accepter ou pas, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde peut le faire quand on veut et comme on veut.
Et j'ai participé du coup à quelques campagnes sur par exemple la promotion d'artistes, etc. Et du coup, je ne sais pas quoi dire de plus que concrètement, c'est une agence avec qui je travaille qui est super intéressante, quoi. Je pense que ça nous convient très bien. Est-ce que tu trouves que vous êtes intéressant? Non. Du coup, on a une question pour plutôt Pierre-Adrien, et après on va aussi reprendre le cours. Donc merci beaucoup déjà pour toutes ces réponses. On a certaines questions qui sont un peu plus génériques sur marketing influence, donc on va les poser par la suite. Mais pour continuer le chemin, donc Pierre-Adrien, Social Race a-t-il des exemples concrets de partenariats avec des commerçants de proximité à nous proposer? C'est vrai qu'on est avec une cible de commerçants, entreprises touristiques aujourd'hui très locaux. Donc, si tu en as, ce serait intéressant pour eux pour qu'ils puissent se projeter. Oui, on a beaucoup travaillé, par exemple, pour des salles de sport ou des restaurants qui souhaitaient en fait activer des influenceurs locaux, donc très proches de leur zone d'achalandise, pour mettre en avant, par exemple, la salle de sport à l'occasion d'une séance offerte ou alors un repas offert au restaurant. Et donc, du coup, ces influenceurs locaux, on va prendre un exemple, qui vivent, par exemple, au centre de Montpellier, vont pouvoir partager, aller dans le restaurant, faire le repas, partager cette expérience avec leur communauté. Et s'ils sont de Montpellier et comme ils sont nano et micro-influenceurs, la majorité de leurs followers sont à Montpellier. Donc, ça nous permet de toucher des communautés qui sont géolocalisées par le fait d'activer un influenceur local. Pareil pour la salle de sport. On a actuellement des campagnes, par exemple, pour une marque de produits issus de la mer à Sète. On a une marque qui fait une chaîne de restaurants qui fait des sushis à Montpellier. On a une salle de sport. On a des jeux digitaux centre de Montpellier, centre de Toulouse. Donc, du coup, on a beaucoup de petites campagnes qui sont des budgets accessibles à tous les commerçants, puisqu'on n'est pas plus cher qu'une campagne normale de sponsoring Facebook ou Instagram et qui permet d'activer des influenceurs et d'avoir un retour sur investissement plus intéressant, 5 fois plus intéressant que la publicité classique sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour ces réponses. Là, j'ai quelques questions, je pense qu'on va se les garder plutôt pour la fin. OK. Donc, si on peut continuer. Alors, il y a un réseau social qui est vraiment en pleine croissance, on l'a vu, qui est en train de vraiment grossir en France et dans le monde, c'est TikTok. La grosse différence en fait avec TikTok et Instagram, c'est que TikTok est une entreprise à la base qui est chinoise, Instagram est américain. Du coup, ils n'ont pas les mêmes règles tout à fait à la base, pas les mêmes applications aussi en termes de données et d'algorithmes. Ce qui permet en fait à TikTok de temps en temps d'avoir des explosions de visibilité sur des posts et qui permet de mettre en avant le produit à travers de petites vidéos, souvent rigolotes, en tout cas toujours divertissantes, un produit. Les jeunes sont énormément sur TikTok et cette croissance va vraiment aller va continuer sur ces prochaines années. Donc, si vous avez une cible plutôt jeune, soyez présent sur TikTok comme sur Instagram. Il ne faut pas bouder ce réseau social car il a vraiment de l'impact sur la clientèle des 13, puisque c'est à peu près l'âge légal sur lequel on a le droit de s'inscrire sur les réseaux sociaux, jusqu'à 25-30 ans. Tu as fait peut-être sur TikTok, tu connais bien? Non, TikTok, après, au point de vue entreprise, ce que je peux dire, c'est vraiment, comme tu l'as dit, pour rebondir, de bien travailler dessus, parce que quand on a une cible qui est jeune, c'est un très bon moyen. Il y a énormément de marques qui se lancent aujourd'hui et qui ne maîtrisent pas encore le sujet. Donc, en fait, ça laisse une très grande marge de manœuvre pour les entreprises qui se lancent et qui font un bon contenu. Donc, franchement, si vous avez une entreprise et que vous pouvez faire de la vidéo, il faut se lancer à fond, quoi. C'est quand même une façon de communiquer qui est un peu différente pour les entreprises sur TikTok. De base, quand on regarde un peu, c'est très décalé. Donc, est-ce qu'il y a des conseils peut-être pour les entreprises sur comment appréhender la communication sur TikTok? Alors, il ne faut pas avoir peur. Il faut être fier de ses valeurs. Quand on est une marque, un commerçant, on a un service, on a des valeurs qui sont fortes. Certains se lèvent très tôt. Le travail, le respect des clients, la satisfaction des clients, ce sont des valeurs qui sont vraiment beaucoup plus puissantes que ce que l'on croit. Et aujourd'hui, ces valeurs-là, il ne faut pas hésiter à les confier aux influenceurs qui vont faire la promotion de la marque. Ces influenceurs-là, ils vont les mettre en avant, ils vont les sublimer.
Et même si ce n'est pas la façon dont personnellement on ferait, c'est la façon dont eux font auprès de la clientèle qui les suit, de leur communauté. Et il ne faut pas avoir peur, il faut faire confiance aux influenceurs. Les influenceurs qui créent du contenu ne vont jamais faire une vidéo qui n'est pas optimale. Ils ont pour objectif de faire la meilleure vidéo possible pour mettre en avant le produit et pour satisfaire leur communauté. Oui, des fois, ils vont par exemple mettre en avant un petit point négatif pour pouvoir justement donner du côté vrai. Et ce côté vrai, ce côté authentique, il est capital car c'est ce que aujourd'hui le public cherche. On ne cherche pas le produit idéal dans un monde idéal, on cherche le produit qui répond à nos besoins à un instant T. Et cette authenticité des influenceurs, elle est capitale et c'est pour ça qu'il faut faire confiance. Je le rappelle, l'influence marketing n'est pas pareil qu'une publicité classique. L'influence marketing, c'est une expérience du produit qui va mettre en avant les atouts, peut-être des fois un peu les faiblesses, mais en tout cas, qui va montrer que ce produit est proche des consommateurs. Alors qu'une publicité classique, c'est ce produit est meilleur, achetez-le, mais c'est froid et on a du mal à faire passer ces valeurs d'entreprise. Du coup, je reviens un peu sur Ashley. Puisqu'on nous demande, est-ce qu'il y a des outils recommandés pour créer des contenus attractifs, vidéos, photos? Alors, il y a quelques plateformes du coup, qui permettent ce genre de choses. Je peux les citer? Je pense, oui. J'ai On dirait qu'on coupe le montage, mais on est en live, donc non, complètement. Il y a des sites aujourd'hui qui vous permettent ça. Quand vous êtes des entreprises, vous n'avez pas trop le temps, malheureusement, de travailler sur vos réseaux sociaux parce que vous n'avez pas forcément de community manager pour ça. Et du coup, il y a tout ce qui est Canva qui va être très pratique. Vous aurez des templates qui sont tout faits. Il y a sur vos téléphones, vous avez énormément d'applications. Après, le problème, c'est que vous les citez à tellement que voilà, des applications pour le vidéomontage. Vous regardez dans les stores, de toute façon, vous verrez. Il y a des applications qui sont là pour vous aider à avoir un feed cohérent. Donc, vous pouvez prévisualiser ce que vos publications donneront. Des applications qui vous aideront pour les hashtags, pour choisir lesquels sont les meilleurs, parce que vous savez très bien que sur Instagram, ça va être entre 9 et 11 hashtags bien précis, etc. Enfin, vous avez énormément de services. Après, il y a plein de sites qui regroupent bien pour le coup. Voilà. dans des recherches sur Google, une pointe ou un troisième. Vous pouvez trouver les réponses assez facilement. Canva sera souvent le premier sur la partie conception visuelle. Alors, on a un sondage dans un projet. Allez, envisagez-vous une opération d'influence marketing? Oui, rapidement. Oui, dans les prochains mois. Non, pas de suite. Ça se remplit, ça se remplit. Il y avait une question de Julie tout à l'heure qui était en tant qu'institutionnel, comment faire pour trouver les bons influenceurs et comment les influenceurs de proximité et correspondant aux valeurs de notre territoire, est-ce qu'il y a des réseaux d'influenceurs? On a à peu près déjà répondu aux questions, mais s'il y a des compléments. Oui, nous, chez The Social Race, on travaille beaucoup pour des collectivités. Voilà. On a travaillé pour la région Occitanie, pour les départements, pour la ville de Paris, pour le département de l'Essonne. Le travail avec les influenceurs, pareil, rentre dans un plan global de communication. Ces influenceurs, souvent, sont ultra ancrés sur le territoire. Ils ont une authenticité qui est très, très forte. L'avantage de travailler avec des agences tierces permet justement cette identification des influenceurs et l'endossement des campagnes, c'est-à-dire l'activation des influenceurs. Il est c'est un super outil pour ces collectivités territoriales de garder ce budget publicitaire sur le territoire, car il est réinjecté directement dans un influenceur qui, lui, vit et travaille sur le territoire. Donc, du coup, déjà, le message est fort sur cet investissement. Et aussi, en termes de collectivité territoriale, c'est qu'on va souvent, une communication qui était peut-être un petit peu très 2000, c'est-à-dire mettre en avant ce que la collectivité a fait, grâce aux influenceurs, elle va pouvoir montrer l'expérience sur le terrain de ce qui a concrètement été fait. Et ce côté terrain des influenceurs va permettre de rapprocher la collectivité territoriale, qui est souvent des fois un petit peu obscure pour le public. Grâce à l'influenceur, on va se rapprocher des habitants, des utilisateurs au quotidien. Et c'est ce côté authentique, quotidien, local, qui fait que du coup, les collectivités vont pouvoir s'ancrer avec leur communauté. Parfait, j'espère que ça répond à la question
de Julie et on peut voir qu'au niveau du sondage, globalement, les professionnels qui participent aujourd'hui sont prêts à se lancer plus ou moins rapidement. On voit que quand même, il y a un peu de préparation. C'est oui, dans les prochains mois qui a pris le pas, mais en tout cas, ils sont prêts à se lancer sur le marketing d'influence. Alors, si c'est les personnes, que ce soit oui rapidement ou ceux qui ont répondu oui dans les quelques mois, la première étape à faire est capitale, c'est savoir quel est notre plan de communication global et du coup définir les objectifs du plan de communication. Souvent, certains vont faire appel à une agence de communication qui s'appelle 13360, c'est-à-dire une agence de communication globale qui va pouvoir faire du print, donc du papier, du magazine, dans les journaux, qui va faire du digital, peut-être de la publicité classique, du sponsoring, ou en tout cas de l'influence marketing, et d'autres canaux, comme par exemple de la publicité à la télévision ou de l'outdoor sur l'abribus ou sur les bus. Ces agences de communication, elles font appel à pour gagner du temps et surtout gagner de l'impact, à des agences spécialisées pour activer justement ces influenceurs. Par exemple, nous, chez The Social Race, on travaille souvent pour des agences de communication en sous-traitance ou en marque blanche, et parfois, on peut travailler en direct pour les marques. Et ces agences d'influence vont, elles, identifier les influenceurs qui correspondent aux objectifs qui sont définis par la marque. Ils vont produire le contenu sur les réseaux sociaux. La statistique, les indicateurs clés de performance vont être extraits. L'impact va être calculé. Souvent, le calcul, alors c'est un terme barbare qui s'appelle EMV, équivalent média value, c'est qu'on va comparer l'impact de l'influenceur par rapport à une publicité classique sur un réseau social. Et on va pouvoir comparer les deux, extraire un chiffre et voir s'il est plus intéressant de passer par un influenceur ou de passer par la publicité classique. Cependant, l'analyse de ces chiffres donne de bons indicateurs, mais ça n'est pas tout. La personnalisation du message, les valeurs de la marque et le fait de pouvoir produire du contenu avec sa marque est un atout capital, car ça va permettre de faire quelque chose que ne peut pas faire une publicité classique, c'est cette authenticité et cette proximité dont on a parlé avant. Et à partir de là, du coup, la marque va pouvoir régulièrement relancer des campagnes selon ses plans de communication et du coup progresser de campagne en campagne. Il faut vraiment comprendre que l'influence marketing, c'est une strate de la partie digitale d'un plan de communication global. Alors, je crois qu'on a des questions. Alors en fait, donc, ce sont toujours les mêmes questions qui sont restées à l'écran, ce n'est pas des nouvelles. Mais justement, on a de la chance, une question vient juste d'arriver. Quel est le coût moyen d'une collaboration? Je pense que c'est hyper modulable, c'est compliqué à répondre. Alors, il faut aussi savoir quels sont ses objectifs. Si aujourd'hui, on souhaite être visible dans la France entière auprès d'une clientèle très large, évidemment, les coûts ne vont pas être les mêmes que si on cible une communauté démographique très ciblée sur un territoire très localisé. On va dire que ça peut coûter d'un échange produit, d'une gratification de l'expérience ou du service à des milliers, voire des centaines de milliers d'euros. Donc, en effet, souvent, les campagnes locales peuvent commencer autour des 50, 100, 150 euros si on offre quelque chose en plus, de façon à mettre un pied dans l'influence marketing, surtout de façon régulière. Chez The Social Race, on sort dans un mois un logiciel qui va permettre d'activer des influenceurs locaux d'une manière régulière. Donc, par exemple, pour les faire venir dans son restaurant ou dans son magasin sur une base régulière, sans avoir à se préoccuper, à se reconnecter. Tout est automatisé. D'accord. Donc là, on parle de quelques centaines d'euros. Si on souhaite vraiment dans ce qu'on appelle de la renommée sur les réseaux sociaux, sur une échelle, par exemple, de l'Occitanie, on ira plutôt sur entre 2 et 5 000 euros. Ça dépend évidemment des objectifs. Et si on souhaite vraiment une influence marketing plus globalisée, on est sur des chiffres supérieurs. Ce qui sont, en fonction de l'impact publicitaire que ça rapporte, qui sont très intéressants en termes de retour sur investissement. Je pense que c'est une réponse qui est quand même très complète sur un sujet très compliqué. Nous avons une autre question qui est arrivée. Je comprends que l'idéal est de passer par une agence de communication spécialisée.
Mais si on veut trouver des influenceurs et travailler en direct avec eux, on fait comment? Déjà, il y a Social Race. Alors, oui, alors donc, si on souhaite travailler en direct, déjà, il faut se dégager du temps. Car pour trouver des influenceurs, il va falloir les identifier sur les réseaux que vous avez ciblés et les contacter individuellement. S'ils vous répondent, vous allez pouvoir rentrer dans une discussion de négociation, justement, pour expliquer votre projet et ensuite proposer cette collaboration. Si cette collaboration est acceptée par l'influenceur, c'est important de ne pas le forcer, car s'il le force, il fera mal la communication derrière. Donc, il faut vraiment qu'il endosse les valeurs que vous voulez faire partager. Vous allez devoir cadrer ça légalement avec un contrat et ensuite procéder à la campagne et relever toute la data qui en fait. Il y a des plateformes qui permettent de rentrer immédiatement son briefing. Chez The Social Race, c'est le cas. Vous rentrez automatiquement votre briefing et ensuite, votre campagne se déroule automatiquement et vous soulage de toute cette partie très, très chronophage qui est la négociation avec les influenceurs. Cette négociation, elle est nécessaire car les influenceurs, eux, veulent être sûrs de bien comprendre le briefing, de bien comprendre les valeurs et l'objectif qu'on leur demande pour pouvoir se lancer dans cette création de contenu et partager avec leur communauté ce qu'ils vont faire. Du coup, c'est intéressant. Ashley, toi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé sur du contact direct d'avoir du mal à avoir un échange fluide avec une entreprise qui aimerait collaborer avec toi? Le brief n'était pas hyper clair, les objectifs n'étaient pas nécessairement bien définis. Pour le coup, ça arrive assez souvent de recevoir des messages d'entreprises qui veulent collaborer avec nous, mais les messages sont très génériques, ils ne portent pas vraiment d'intérêt pour qui on est réellement. Et généralement, ce n'est pas ce genre d'entreprise que les influenceurs répondent parce que on ne sait pas pourquoi ils sont là pour nous contacter, parce que concrètement, on ne répond pas nécessairement à leur cible, mais qu'en plus, ils ne sont pas nécessairement agréables malheureusement au premier abord, et du coup, ça ne donne pas envie de travailler avec eux si déjà à l'origine, nous, on les perçoit comme ça, notre cible à nous aussi, elle les perçoit comme ça, et c'est dangereux. Ouais. Voilà. Une chose est sûre, il ne faut pas être générique ou il ne faut pas faire de la quantité pour les entreprises. La qualité prime, essayez de vous intéresser aux influenceurs que vous contactez pour être sûr de faire partie de la cible et qu'eux-mêmes répondent à vos valeurs. Et justement, parlant de cible, on a une question qui est très pointue. La cible d'Aurélie, ce sont les tricoteuses de plus de 35 ans qui aiment les matières naturelles et de qualité. Est-ce que vous aurez des influenceurs sous le coup? Alors oui, on a plus des influenceuses, puisque je comprends que ce sont des tricoteuses. Donc, on va d'abord bien identifier la démographie et la géographie. On en a. À première vue, sur un site comme ça, on va s'orienter sur 2 réseaux sociaux, Instagram et Pinterest. Je pense que si ce sont des tricoteuses, peut-être qu'elles aiment du coup tout ce qui est broderie et quelque chose d'assez classique, là où Pinterest est une très, très belle source d'inspiration. C'est sûrement des personnes qui aiment le beau, le vestimentaire, donc Instagram a du sens. C'est une catégorie, même si sur plus de 35 ans, on est dans une moyenne d'âge qui est assez simple. Donc oui, nous, on a des personnes qui rentrent dans cette catégorie-là. Évidemment, ce sont des campagnes qui sont très précises, donc qui vont se dérouler sur un temps assez long, mais qui vont permettre justement d'être présents sur les réseaux sociaux de manière organique, donc naturelle, très fluide. Du coup, on parle de Pinterest, c'est un média qui est très intéressant, un moteur de recherche d'images avancé. Sur le site de la CCI Hero, nous avons une fiche pratique, comme nous en avons aussi sur Instagram, pour un peu voir qu'est-ce que Pinterest et comment bien débuter avec. N'hésitez pas, après notre webinaire, à aller faire un tour sur le site de la CCI pour voir nos fiches pratiques et comme ça vous immerger dedans. Donc là, pour l'instant, pas d'autres questions. Nous avons les coordonnées de Pierre-Adrien qui ont été mis dans le chat, donc n'hésitez pas si vous voulez prendre contact, vous voulez aller plus loin. Et du coup, est-ce que nous arrivons à la fin de notre présentation? On est bon, ça y est. Donc, on a fait le tour. Merci à tous les deux pour votre présence et toutes ces informations. Si vous avez encore quelques questions dans le chat, n'hésitez pas. On a encore 2-3 minutes avant de conclure.
Voilà, en tout cas, nous avons Marie qui a déjà envoyé un message à Pierre-Adrien, qui est vraiment à fond. Donc voilà. Donc en tout cas, vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de la CCI Hero. Si vous voulez revoir des morceaux en particulier, si vous voulez réémerger dedans. Nous avons une question qui est arrivée. Dans les stories, il faut ajouter des hashtags. Quel est l'intérêt? Donc là, on est sur une question plus globale, hein, c'est réseaux sociaux. En fait, sur les réseaux sociaux, il y a deux types de voir du contenu. Il y a si on suit nos amis, et bien, du coup, on va scroller en fait et on va voir que ce que postent nos amis. Mais des fois, sur les réseaux sociaux, on peut faire une recherche. Donc, ce sont ces balises, donc soit avec arrobas pour identifier un compte, soit les hashtags qui permettent d'identifier une tendance, un domaine, un produit. Et ces hashtags, en fait, vont permettre que si moi, je suis intéressé par la CCI de l'Hérault, je peux mettre le arrobas et je vais trouver le compte de la CCI de l'Hérault. Et si je veux voir de quoi parle la CCI de l'Hérault, je vais mettre le hashtag CCI Hérault et je vais pouvoir ressortir toutes les publications des autres comptes qui parlent et qui ont identifié le hashtag CCI Hérault. Donc, en fait, ce sont des balises de recherche qui permettent de faire ressortir du contenu sur des personnes qui ne sont pas nos followers à la base. Ok, parfait. Donc, si on n'a pas plus de questions, donc encore merci Ashley. On peut te retrouver donc sur TikTok, sur quel compte? Le Caprice. Voilà, donc n'hésitez pas, vous allez voir, c'est très intéressant, c'est très frais. Et Pierre-Adrien, vous avez l'ensemble des coordonnées. Donc, si vous avez un intérêt de ce que nous avons vu, vous avez un certain intérêt pour le marketing d'influence, n'hésitez pas à prendre contact. Donc, encore merci à vous deux, merci à tout le monde pour avoir participé, merci à nos équipes techniques, Anaïs et Marc, pour nous avoir aidés dans cette réalisation, ce beau plateau télé. On vous retrouve sous peu pour un prochain webinaire. Vous pouvez retrouver tous les dates sur l'agenda de la CCI. En attendant, dès que nous aurons terminé, vous aurez un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le remplir. C'est comme ça que nous aussi, on progresse et que l'on voit quels sont les bons sujets à vous proposer. Donc, encore merci à tout le monde et on vous dit à très bientôt.